Il y a trop de désinformation et de fausses informations sur les crypto-monnaies et en particulier sur Bitcoin. Paradoxalement, la plupart de ces informations erronées proviennent des mêmes médias grand public qui prétendent lutter contre les fake news. L'audience de ces médias a souvent l'impression qu'ils devraient rester à l'écart des crypto-monnaies, rester à l'écart de Bitcoin, et je pense que c'est clairement le but recherché. Donc, il est grand temps de rectifier le tir. Dans cette vidéo, je vais aborder certaines des plus grandes critiques de Bitcoin, examiner lesquelles sont justifiées et lesquelles ne le sont pas. Et je vais aussi vous révéler pourquoi le discours des plus grandes institutions mondiales et des plus grands médias grand public est sur le point de changer très bientôt à propos des crypto-monnaies. La plupart des infos contenues dans cette vidéo proviennent d'un rapport intitulé Revisiting Persistent Bitcoin Criticism. J'ai mis le lien dans la bio. Ce rapport a été publié au mois de novembre dernier par Fidelity, un gros gestionnaire d'actifs. Au début du rapport, Fidelity explique que depuis fin 2020, ils ont parlé avec des riches investisseurs individuels et institutionnels afin de connaître leur point de vue sur Bitcoin. Fidelity a remarqué que ces investisseurs soulevaient constamment 9 critiques du projet que les gestionnaires de fonds ont divisé en 2 catégories différentes. D'un côté, il y a 5 idées fausses et de l'autre côté, il y a 4 idées qui sont potentiellement valables. On va voir d'abord les 5 idées fausses. Premièrement, Bitcoin est trop volatile pour être une réserve de valeur. Deuxièmement, Bitcoin a échoué en tant que moyen de paiement. Troisièmement, Bitcoin est mauvais pour l'environnement. Quatrièmement, Bitcoin sera remplacé par un concurrent. Et cinquièmement, Bitcoin n'est backé par rien. Si certaines de ces idées fausses vous semblent familières, c'est tout simplement parce que c'est celles qu'on voit le plus souvent dans les médias grand public. C'est pourquoi il est très important de rétablir la vérité sur Bitcoin. D'ailleurs, si vous voulez aider les autres à connaître la vérité sur Bitcoin et les crypto-monnaies, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo à vos amis. Je pense sincèrement que c'est un très bon moment pour s'intéresser aux crypto-monnaies. En ce qui concerne les critiques potentiellement valides, il y en a 4. Premièrement, il pourrait y avoir un bug dans le code de Bitcoin qui rendrait Bitcoin sans valeur. Deuxièmement, la réglementation pourrait ralentir l'adoption du Bitcoin. Troisièmement, les gens pourraient se désintéresser de Bitcoin. Et quatrièmement, il y a des inconnus à propos de Bitcoin. Du point de vue de Fidelity, la possibilité que ces choses se produisent est très faible, mais néanmoins assez grande pour que ces critiques puissent être justifiées. Ce sont des critiques qui doivent être abordées pour que des grands investisseurs se sentent à l'aise d'investir des millions, voire des milliards en crypto. Mais on y reviendra plus tard parce qu'on doit d'abord s'attaquer à toutes ces idées fausses. La première idée fausse, c'est que Bitcoin est trop volatile pour être une réserve de valeur. Dans le rapport, les auteurs expliquent que la volatilité de Bitcoin a déjà diminué au fur et à mesure que son adoption augmente. En supposant que son adoption se poursuive, sa volatilité va continuer à diminuer. Cependant, aujourd'hui, Bitcoin reste plus volatile que la plupart des actifs. Et donc les auteurs du rapport insistent sur le fait que sa volatilité diminuera lorsque les gens commenceront à réaliser sa similarité avec l'or, ce qui en fait une réelle réserve de valeur. Des recherches effectuées par le journal The Telegraph en Angleterre estiment que la volatilité de Bitcoin pourrait diminuer au niveau de celle du dollar d'ici 10 à 20 ans, à condition que son adoption continue à augmenter. Cependant, selon moi, l'une des principales raisons de la volatilité de Bitcoin, c'est que énormément de monde ne comprend pas Bitcoin et encore moins de monde ne comprend la valeur de Bitcoin. Et donc, il n'y a pas encore une confiance dans Bitcoin comme il peut y avoir dans l'or. Tout simplement parce que l'histoire de Bitcoin est beaucoup plus récente que celle de l'or. Pourtant, d'un côté, Bitcoin est un actif numérique très rare, probablement le plus rare n'ayant jamais existé, et d'autre part, Bitcoin est techniquement le réseau de paiement le plus sûr de la planète. Et en plus, d'un point de vue philosophique, l'objectif fondamental de Bitcoin, c'est de retirer le pouvoir de contrôler l'argent des mains des banques centrales et des gouvernements, ce qui est une promesse plutôt attrayante pour un grand nombre de personnes. Mais au final, personne ne sait combien un tel actif vaut vraiment. Mais étant donné que sa quantité est très limitée, sa valeur augmentera à mesure que l'adoption augmentera. C'est mathématique. Aujourd'hui, la volatilité de Bitcoin est beaucoup critiquée. Mais à un certain point, ce sera plus un argument valable pour justifier que Bitcoin est une réserve de valeur ou non. D'autres réserves de valeur comme l'or sont également volatiles. Et pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que l'or est une réserve de valeur. Aujourd'hui, il y a encore une forte différence de capitalisation entre l'or et Bitcoin. Mais lorsque Bitcoin sera autant capitalisé que l'or, sa volatilité sera probablement similaire. Et il ne faut pas oublier que les monnaies fiduciaires sont
très volatiles alors qu'on les utilise tous les jours. Le yen japonais, par exemple, a perdu 30% de sa valeur par rapport au dollar américain au cours des 2 dernières années. Et même l'euro avait pris une sacrée claque l'an dernier face au dollar. La deuxième idée fausse, c'est que Bitcoin a échoué en tant que moyen de paiement. Les auteurs du rapport expliquent que Bitcoin a délibérément sacrifié l'évolutivité de sa technologie au profit de la décentralisation et de la sécurité. Un gros avantage qu'a Bitcoin, c'est que les transactions sur sa blockchain sont réglées instantanément, alors qu'un paiement effectué sur le réseau Visa ou Mastercard prend parfois plusieurs jours à être effectué. En 2022, 3,1 trillions de dollars ont transité sur la blockchain Bitcoin, soit l'équivalent de 40% du volume de Mastercard. Ça signifie que Bitcoin peut être utilisé pour régler des transactions de grande valeur. Et les auteurs du rapport semblent dire que c'est ce pourquoi Bitcoin devrait être utilisé. Alors que pour toutes les autres transactions, elles devraient être effectuées sur un Layer 2 comme le Lightning Network, et ils rappellent que les Layer 2 sont beaucoup plus scalables que des réseaux comme Visa ou Mastercard. Ce qui est fou, c'est que les auteurs pensent qu'il est possible que la raison principale pour laquelle Bitcoin n'est pas utilisé comme moyen de paiement aujourd'hui, c'est parce que Bitcoin est taxé aux États-Unis et dans la plupart des autres pays, et donc les clients et les commerçants, dans ces cas-là, doivent tenir compte des gains et des pertes en capital sur leurs transactions en Bitcoin, ce qui est un cauchemar pour des transactions quotidiennes. Mais ils oublient quand même de mentionner qu'on est au tout début du développement des infrastructures de paiement grâce à Bitcoin, et d'ailleurs BlackRock s'est déjà positionné au capital de nombreuses entreprises de ce secteur, comme je te l'explique dans cette vidéo. Les paiements en Bitcoin deviendront plus répandus à mesure que l'adoption du Bitcoin augmente. Cependant, cette adoption de Bitcoin s'accompagnera sûrement d'une prise de conscience importante. Vous ne devriez pas acheter des choses en utilisant une réserve de valeur comme Bitcoin, parce que les réserves de valeur sont des réserves de valeur, et donc elles ne sont pas destinées à être dépensées, elles sont destinées à être épargnées, surtout Bitcoin en ce moment. La troisième idée fausse, c'est que Bitcoin est mauvais pour l'environnement. Alors là, il s'agit d'une référence au minage de Bitcoin, qui utilise, c'est vrai, une très grande quantité d'électricité. Le rapport de Fidelity commence par souligner un point très important. La plus grande partie de cette énergie provient d'énergie verte, d'énergie renouvelable, et la tendance continue dans cette direction. Dans le rapport, il ne nie pas que le minage de Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, mais il demande si cette consommation d'énergie n'en vaudrait pas la peine. Alors évidemment, la réponse à cette question va dépendre des personnes qu'on interroge. Si vous accordez de la valeur à des choses comme l'indépendance financière, la capacité à effectuer des transactions librement, sans restriction, sans dépendre d'un gouvernement, sans dépendre d'une banque, alors oui, ça vaut probablement la peine. Surtout quand on connaît les plans macabres des banques centrales avec les monnaies numériques. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. À ceux qui pensent que ça n'en vaut pas la peine, les auteurs du rapport posent la question: est-ce que le gaspillage d'énergie associé au système financier actuel en vaut la peine? Après tout, on estime que le système financier consomme plus d'énergie que le minage de Bitcoin. D'ailleurs, la climatisation consomme aussi plus d'énergie que le minage de Bitcoin, et même les sèche-linges rejettent plus de CO2 que le minage de Bitcoin. C'est important de savoir que Bitcoin est utilisé aussi pour réduire ses émissions de CO2. Par exemple, le minage de Bitcoin peut être effectué en utilisant du gaz brûlé qui serait autrement rejeté dans l'atmosphère. Le minage de Bitcoin permet également à des projets d'énergie renouvelable de voir le jour, et c'est le cas en ce moment même en Afrique. En branchant des machines de minage de Bitcoin à un barrage hydraulique par exemple, on fait tourner ces machines avec le surplus d'électricité produit qui dans tous les cas était condamné à être perdu, et le projet devient alors rentable et peut voir le jour. Si on pousse la réflexion encore plus loin, puis on est là pour ça après tout, l'adoption de Bitcoin pourrait se révéler en fait très bénéfique pour l'environnement. En effet, Bitcoin est déflationniste, donc logiquement, la valeur de Bitcoin augmentera dans le temps, ce qui incite ses utilisateurs à épargner plutôt qu'à dépenser. Au contraire, le système financier actuel est inflationniste. Les monnaies qu'on utilise tous les jours perdent de la valeur continuellement, et ça, on le mesure via l'inflation. Et ce phénomène d'inflation incite les détenteurs d'argent à le dépenser plutôt qu'à l'épargner. Et le résultat, c'est la surconsommation qu'on connaît aujourd'hui dans tous les pays aisés, qui est en fait la plus grande responsable de la plupart des problèmes environnementaux, CO2, plastique, etc. Si le monde passait à une monnaie déflationniste, comme en a rêvé Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin, je peux vous garantir que cette surconsommation s'arrêtera du jour au lendemain, sans avoir besoin d'une loi ou d'une taxe quelconque. Mais la seule raison pour laquelle ça s'est pas encore produit, c'est qu'on a un système financier qui est basé sur la dette, et des individus,
des institutions puissantes et des États ont des milliers de milliards de dollars de dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser. Et si on passait à une monnaie déflationniste, ça augmenterait la valeur de ces dettes et donc ça les pousserait à manquer leurs engagements. C'est pour ça que la dévalorisation de nos monnaies et donc de nos épargnes doit continuer à tout prix. La quatrième idée fausse, c'est que Bitcoin sera remplacé par une autre monnaie. Bitcoin sera remplacé par un concurrent. Les auteurs du rapport commencent par reconnaître que Bitcoin étant un code totalement open source, n'importe qui pourrait lancer son propre Bitcoin. Mais ils soutiennent que c'est pas possible de créer le même effet de réseau ou le même écosystème qui est en construction depuis 15 ans. Ils expliquent ensuite que des dizaines de projets crypto se sont déjà présentés comme le prochain Bitcoin. Ils ont été lancés, ils sont tous disparus, principalement parce qu'ils n'ont pas réussi à prouver leur supériorité par rapport à Bitcoin. Rappelons quand même qu'aujourd'hui, la majeure partie de la capitalisation entière du marché des crypto-monnaies, c'est Bitcoin. La cinquième idée fausse, c'est que Bitcoin n'est soutenu, n'est backé par rien. Alors là, il s'agit encore d'une idée qu'on entend souvent dans les médias traditionnels. Et le rapport affirme que Bitcoin est soutenu par un code informatique immuable et par les participants de son écosystème, notamment les utilisateurs qui effectuent des transactions sur la blockchain et qui détiennent du Bitcoin, les mineurs qui traitent ces transactions, les nœuds qui stockent l'historique de ces transactions et les développeurs qui maintiennent le code à jour. Le rapport souligne que ce large écosystème de participants est ce qui soutient Bitcoin, ce qui back Bitcoin. Et chaque utilisateur, chaque mineur, chaque développeur, chaque nœud ou chaque détenteur de Bitcoin supplémentaire augmente la puissance du réseau Bitcoin. Mais le rapport ne mentionne pas quelque chose d'important. Bitcoin a de la valeur parce que les gens croient qu'il a de la valeur. Au final, c'est tout ce qui compte. Si on décide tous ensemble que l'or n'a plus de valeur, son prix chuterait près de zéro. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les monnaies fiat. Elles sont littéralement soutenues par des gouvernements. Donc, si on décide que nos monnaies fiat ne valent plus rien, alors là, concrètement, elles tomberaient à zéro. Et c'est pour ça que les autorités financières sont obsédées par la crédibilité, l'apparence de solidité, etc. Et c'est aussi pour ça que les autorités financières sont terrifiées par toute concurrence de monnaie fiat étrangère ou de monnaie véritablement souveraine comme les bitcoins. Maintenant, on va voir les 4 critiques restantes, celles qui sont potentiellement justifiables. La première, c'est la possibilité d'un bug dans le code de Bitcoin. La deuxième, c'est les réglementations qui pourraient ralentir l'adoption de Bitcoin. La troisième, c'est les gens qui pourraient commencer à se désintéresser de Bitcoin. Et la dernière, c'est tout simplement qu'il y a des inconnus à propos de Bitcoin. Alors la possibilité qu'un bug dans le code de Bitcoin puisse le rendre sans valeur, les auteurs commencent par reconnaître que c'est possible. Étant donné qu'on a un véritable réseau mondial de mineurs, de nœuds, etc. Mais ils expliquent que dans son histoire, Bitcoin a connu 2 bugs. Le premier s'est produit en 2010. Quelqu'un a réussi à miner 184 milliards de Bitcoin sans minage, heureusement, et ça a rapidement été corrigé par Satoshi Nakamoto lui-même. Malheureusement, le second cas a été beaucoup plus problématique. En 2013, Bitcoin a été mis hors ligne pendant 6 heures après qu'une mise à jour du logiciel ait causé un fork temporaire de sa blockchain. Heureusement, les mineurs et les développeurs ont été en mesure de coordonner une solution pour résoudre ce problème et ramener la blockchain Bitcoin au bloc précédent. Mais ça a quand même fait chuter le cours de Bitcoin de 20% à 37 $ à l'époque. Et oui, Bitcoin a fait plus de fois 1000 en 10 ans depuis son dernier problème technique. Ils admettent néanmoins qu'un autre problème technique est possible après une future mise à jour potentielle et ça pourrait entraîner clairement une chute précipitée du cours. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne parlent pas du tout de l'ordinateur quantique dans ce rapport, qui semble pourtant être une menace bien plus importante qu'un bug à ce stade de l'évolution de Bitcoin. Parce que théoriquement, les ordinateurs quantiques pourraient craquer le code de Bitcoin et donc le rendre totalement inutile. Mais bon, honnêtement, cette menace, ça fait 7 ans que j'en entends parler. Et concrètement, si un ordinateur quantique a la puissance de craquer le code de Bitcoin un jour, et si un hacker mettait la main dessus, il ciblerait probablement d'abord d'autres infrastructures comme des gouvernements ou des banques par exemple. Mais la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que les gouvernements qui sont les plus à même de développer ce type de technologie pourraient, eux, théoriquement utiliser des ordinateurs quantiques pour détruire Bitcoin. La deuxième critique potentiellement justifiable de Bitcoin, c'est que les réglementations pourraient ralentir l'adoption de Bitcoin, ce qui est déjà le cas dans certains pays. Le rapport explique que les réglementations sont positives et non négatives parce qu'elles indiquent que Bitcoin est devenu suffisamment important
pour justifier des réglementations du régulateur. Mais ils reconnaissent également qu'il existe des circonstances dans lesquelles ces réglementations pourraient devenir excessives. Et il semble sous-entendre dans le rapport que la Signature Bank et la Silvergate Bank, qui ont tous les deux été poussés par les régulateurs à fermer, en sont deux exemples. Fidelity prend parti et prend des risques en sous-entendant publiquement quelque chose comme ça parce que c'est complètement lié à quelque chose de beaucoup plus important encore, le fait que BlackRock et les autres puissants gestionnaires d'actifs, ainsi que des méga-banques, puissent influencer grandement la réglementation financière aux États-Unis. D'ailleurs, le président de la SEC, Gary Gensler, a même admis prendre les avis des uns et des autres avant la prise d'importantes décisions. Quand on s'intéresse au sujet, il semble qu'il y ait une bataille d'influence entre les gestionnaires d'actifs et les méga-banques en ce qui concerne les réglementations sur les crypto-monnaies. D'un côté, les gestionnaires d'actifs comme BlackRock se sont positionnés sur toute l'économie de Bitcoin et donc maintenant ils veulent gagner des milliards sur ce marché. J'ai fait une vidéo analysant ce sujet en profondeur si ça t'intéresse. Et de l'autre côté, il y a les méga-banques qui, elles, ne veulent pas de concurrence à leur business model. Donc il est encore trop tôt pour dire lequel de ces intérêts gagnera la guerre d'influence, mais on dirait bien quand même que BlackRock et ses amis sont actuellement en train de gagner. Si c'est le cas, je vous parie qu'on va commencer à voir des réglementations plus raisonnables sur les crypto-monnaies au fil des mois et des années, tout simplement parce que ces gros gestionnaires d'actifs influencent grandement la réglementation américaine et ils sont sur le point de gagner beaucoup d'argent grâce aux crypto-monnaies avec l'approbation d'un ou plusieurs ETF et une partie de cet argent sera utilisée pour continuer à faire du lobby et influencer encore plus les régulateurs du monde entier et vous verrez qu'on n'entendra plus Christine Lagarde dire que Bitcoin ne sert qu'à blanchir de l'argent et à financer du terrorisme. C'est un peu fou, mais c'est comme ça que ça marche. Et malgré tout, c'est potentiellement quelque chose qui sera positif pour Bitcoin et les crypto-monnaies. La troisième critique rationnelle sur Bitcoin, c'est que les gens pourraient commencer à se désintéresser de Bitcoin. Alors là, dans le rapport, il y a un truc bizarre. Les auteurs du rapport ont l'air de penser qu'il est possible que cela se produise à cause des monnaies numériques des banques centrales ou les CBDC. Ce qui est complètement fou parce que c'est tout simplement les opposés de Bitcoin. Bitcoin a été conçu pour la liberté financière de chacun. Les CBDC, elles, sont conçues pour un contrôle financier total de chacun. Les banques centrales ont même explicitement déclaré qu'elles avaient l'intention de faire des choses comme limiter le montant que vous pouvez épargner et mettre des limitations sur comment vous pouvez dépenser votre argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on se rapproche dangereusement de ce qui se passe en Chine. Donc je vois pas comment les gens pourraient préférer les CBDC plutôt que Bitcoin, compte tenu des caractéristiques de chacune. Je pense que l'arrivée des CBDC ou monnaies numériques incitera plutôt les gens à sortir leur argent du système financier traditionnel pour le placer dans des actifs comme le Bitcoin ou l'or, mais à condition qu'ils soient informés sur la nature réelle de ces monnaies. Et ce sera le cas des gens abonnés à cette chaîne YouTube, donc abonne-toi et like cette vidéo et même partage-la à tes amis pour pas qu'ils soient ignorants. Et bizarrement, les auteurs du rapport, eux, imaginent un scénario dans lequel les gens ne verraient pas la différence entre Bitcoin et un euro numérique. Ou alors, ils ne se soucieraient pas de choses comme l'indépendance financière. Peut-être qu'ils ont imaginé un gros lavage de cerveau de la population. Mais bon, pendant ce temps, l'adoption du Bitcoin continue, et le rapport met ça en évidence en montrant que le nombre de portefeuilles Bitcoin détenant moins de 10 Bitcoins a explosé au cours de ces 10 dernières années, ce qui indique une grande adoption, mais aussi une grande distribution de la richesse. Maintenant, revenons-en à l'hypothèse que certaines personnes essaient de fuir un monde où les gouvernements et les banques centrales essaient de prendre toujours plus de contrôle sur ce que nous avons le droit de faire ou de ne pas faire. L'idée que des technologies comme les crypto-monnaies qui nous permettent de maintenir une souveraineté personnelle et financière n'intéresse personne, ça me semble impossible. La seule façon à la limite dont cela pourrait arriver, ce serait que les gouvernements et les banques centrales réussissent à censurer les vraies informations sur Bitcoin et à remplacer ces informations par une fausse propagande. Certains diront d'ailleurs que c'est ce qu'ils ont fait récemment sur certains sujets. La quatrième critique de Bitcoin, c'est une critique qui a du sens. Il y a en effet des inconnus sur Bitcoin. Il peut y avoir des choses que personne n'a vu venir. On ne parle pas là des bugs, qui sont des problèmes potentiels, mais qui sont connus, ou même la réapparition de Satoshi Nakamoto, qui est évaluée comme possible. Même Coinbase a noté le retour de Satoshi comme un risque potentiel dans l'un de ses dépôts auprès de la SEC. Satoshi Nakamoto détiendrait environ 1 million de Bitcoin. Alors imaginez s'il vendait tout du jour au lendemain. Donc évidemment,
il y a plein d'inconnus sur Bitcoin. Bitcoin n'existe que depuis 15 ans. C'est le début du cycle d'adoption des crypto-monnaies. Objectivement, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et c'est important de le rappeler, ça à chaque investisseur. Il faut être à l'aise avec le fait qu'il y a des inconnus. Maintenant, tout ça nous mène à la grande question de cette vidéo. Pourquoi le ton des médias grand public sur la crypto-monnaie est sur le point de changer? Eh bien, ça a un rapport direct avec ce dont on a parlé plus haut. BlackRock et les autres gestionnaires de fonds peuvent influencer ces médias de la même manière qu'ils influencent les régulateurs. Et il semble que pendant longtemps, c'est les mégabanques qui ont eu le dessus sur les médias, mais au fil du temps, il semble que les gestionnaires d'actifs contrôlent davantage le récit, au moins en ce qui concerne les cryptos. Et ces gestionnaires d'actifs ont également des ennemis dans l'industrie des crypto-monnaies. En particulier, certains échanges crypto basés en dehors des États-Unis. BlackRock a même annoncé qu'ils avaient une stratégie à ce sujet. Et même si ce serait un revirement de situation, les médias grand public pourraient même commencer à soutenir l'industrie des crypto-monnaies et ce soutien ira probablement aux entreprises liées à ces gestionnaires d'actifs comme par exemple Coinbase. Et au fil du temps, ce favoritisme vers des entreprises contrôlées par BlackRock et d'autres gros gestionnaires de fonds pourrait transformer l'industrie des crypto-monnaies en une nouvelle branche du système financier existant. Ce que d'ailleurs de nombreuses réglementations sur les crypto-monnaies cherchent à faire. Il semble donc que la seule solution pour éviter ça, c'est de s'assurer qu'un max de monde soit conscient de ce qui se passe réellement. Et je peux vous garantir que ça, j'y participerai activement. D'ailleurs, si vous avez envie de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies, il y a un lien dans la description. C'est une vidéo de moi dans laquelle j'essaye de vous vendre quelque chose. Concrètement, si vous aimez pas mon contenu ou si vous aimez pas ma tête, ne cliquez pas parce que dans tous les cas, vous ne deviendrez pas client. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, assurez-vous d'écraser ce bouton like pour me le faire savoir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider vos proches à rester informés sur ces sujets importants qui ne sont pas traités dans les médias traditionnels, partagez-leur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et à très bientôt pour la prochaine.